et de m'entendre dans un exercice que j'ai déjà commencé à répéter dans votre lieu et qui nécessite souvent d'être répété, puisque l'hypothèse sur laquelle je voudrais démarrer au départ de mon exposé, qui est l'hypothèse que je développe dans mon dernier livre, Vivons le temps des émeutes, c'est une époque particulière, n'est pas une hypothèse complètement, en partage. Nous avons une difficulté collective, je ne dis pas que c'est en discussion, je dis que nous avons une difficulté collective à voir ce qui se passe. Et c'est justement pour cela qu'il est intéressant d'aller voir, d'aller regarder, d'aller chercher d'abord ce que ceux qui participent à ces événements nous laissent comme image sur ce qui se passe et sur ce que eux veulent qu'il se passe et sur nous. Donc, mon premier point, c'est il y a des émeutes. Aujourd'hui, il y a des émeutes. Ce point, en fait, se décompose en deux idées. La première idée, c'est que nous vivons une période où le nombre d'événements impliquant des gens d'un côté et des forces de police, des forces de l'ordre de l'autre, dans un affrontement où les gens de leur propre chef se mettent en danger physique, ce genre d'événement est aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, de plus en plus fréquent. J'ai commencé à m'y intéresser et à faire une veille, qui est essentiellement une veille Internet, à partir des événements français de 2005, 2006, 2005, les événements, les 3 semaines d'émeutes dans l'ensemble de la France, puis 2006, certains événements qui ont lieu au cœur d'un mouvement social plus traditionnel, un mouvement étudiant contre le contrat de première embauche, puis 2007, à la suite de nouveau de la mort de jeunes dans la banlieue parisienne, puis 2008, après là, la mort d'un jeune, pas du tout en banlieue, pas du tout d'origine immigrée, mais en Grèce, qui a donné lieu, comme vous le savez, aussi à 3 semaines d'émeutes. J'ai commencé à me dire que là, il y avait peut-être quelque chose à observer et à aller voir à l'échelle internationale si il s'agissait bien de quelque chose qui nous disait des choses sur notre temps et sur ce que nous étions en train de vivre. D'où cette veille Internet qui donne des résultats dont il faut relativiser l'ampleur dans la mesure où ma capacité de veille, ma capacité de repérage des événements s'est nettement améliorée au cours des années, donc il y a un effet dû à l'observateur lui-même, mais vous allez voir quand même que même si on pensait qu'il y a cet effet, le passage des émeutes que j'ai repérées dans le monde en 2006, aux émeutes en 2007, aux émeutes en 2008, pour arriver à la carte que j'ai publiée dans mon livre entre janvier 2007 et mai 2009, il y a quand même une évolution assez sensible. Depuis que j'ai fait cette carte, c'est-à-dire depuis que j'ai rendu la copie à l'éditeur en printemps 2009, j'ai à peu près les mêmes outils. Sur cette carte, vous avez 160, 170 événements qui ont été répertoriés. Sur la totalité de l'année 2009, j'en ai compté plus de 500. Et depuis le 1er janvier 2010, donc nous sommes le 3 juin, j'en ai compté environ 500. Nous sommes dans un phénomène d'accélération du processus. Ça, c'est la première. Quand je dis il y a des émeutes, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce phénomène n'est pas visible, au sens où il n'est pas. Il ne fait pas partie du débat public qu'il existe un phénomène mondial réunissant des événements dans des situations effectivement différentes, mais qu'il existerait un phénomène mondial qui est qu'aujourd'hui, de plus en plus souvent, dans de plus en plus de lieux, sur des questions de plus en plus nombreuses, dans des pays de plus en plus différents, des gens, collectivement, se mettent en danger, se mettent face aux forces de l'ordre, et en règle générale,
se font réprimer et ne tiennent rien. Donc cette combinaison du nombre et de l'invisibilité, auquel on peut rajouter la visibilité de la répression, puisque le vocabulaire de l'émeute, c'est le vocabulaire des forces de répression. Force anti-émeute en France, riot police en anglo-saxon, anti-motim en Amérique latine, anti-Somoza en Italie, etc. Donc cette combinatoire interroge, je trouve, la nature même de l'époque dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas la première fois que nous vivons une période où il y a une telle concentration d'événements violents de ce type. Il y a eu à la fin du XVIIIe siècle quelques révolutions, dans une décennie, celle de la Révolution américaine et la Révolution française et d'autres. Il y a eu au milieu du XIXe siècle, autour de 1848, notamment en Europe, une série de révolutions qui ont été bien identifiées, dans un peu plus de pays d'ailleurs, géographiquement un peu plus large. Nous avons eu au début du XXe siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale, un mouvement insurrectionnel avec des victoires et des répressions, mais autour de l'émergence du communisme dans le monde. Et il y a eu les années 60, et ce qu'on appelle dans un certain nombre de pays, 68, mais qui s'étale sur une période un petit peu plus longue. Donc nous avons ainsi, nous pouvons scander la période moderne, tous les 50 ans, toutes les deux générations à peu près, de moments bien identifiés de mobilisation insurrectionnelle, révolutionnaire ou émeutière. Et justement, la question du nom qu'on lui donne n'est pas tout à fait anodine, car à la fin du XVIIIe, au milieu du XIXe, au début du XXe siècle, il s'agit bien d'événements que nous identifions dès le départ, depuis la période contemporaine. Les contemporains eux-mêmes les ont identifiés comme des révolutions. C'est-à-dire des événements violents qui fondaient quelque chose, qu'elles aient été vaincues ou non, mais qui fondaient une culture politique, un vocabulaire, un mythe ou un État. C'est un peu plus compliqué sur 68, on pourrait revenir. Là, nous n'avons pas cette identification immédiate contemporaine. Ça ne s'inscrit pas dans un récit de long terme, dans une histoire de long terme, scandée par des moments de fondation, des événements fondateurs. Ça s'inscrit dans quelque chose qui est d'une autre nature dans son rapport au temps, dans son rapport à l'État, et dans son rapport aux mots, au discours. Que ce soit la Révolution française ou américaine à la fin du XVIIIe, les révolutions du milieu du XIXe, les révolutions communistes du début du XXe et des années 60, ces événements ont été aussi producteurs de mots, producteurs d'énoncés, producteurs de vocabulaire, producteurs de discours. Là, il n'en est rien. Il n'en est rien du point de vue des émeutiers eux-mêmes, et c'est une question qui se pose dès l'événement que je considère comme fondateur dans la réflexion contemporaine, en tout cas, sur ce phénomène, c'est-à-dire les événements français de 2005, sur lesquels je vais m'arrêter quelques secondes, qui est quand même une intervention qui m'a beaucoup intéressé sur la question des mots hier, qui est quand même une série d'émeutes, 3 semaines sur l'ensemble de la France, qui se déclenche d'abord sur des mots, bien sûr sur des morts, bien sûr sur des morts. Bien sûr qu'il y a eu 2 jeunes, Zied, Bouna, qui, essayant d'échapper à un contrôle de police dont ils savaient pertinemment ça allait leur faire rater l'heure de la fête familiale, de la rupture du jeûne pendant le ramadan, parce que, bien que la police les connaissait, ça allait durer un temps indéfini, donc ils s'échappent, et ils sont morts, au sens propre, morts de peur, ils sont échappés dans un endroit qui a raté fatal, qui est une centrale électrique. Donc, bien sûr qu'il y a eu des morts, mais des morts comme ça, il y en a eu beaucoup, hélas. Mais bien plus important que ça, les mots qui ont été utilisés par l'État, par le gouvernement, mais y compris par toutes les forces politiques, de façon consensuelle sur cet événement, ont été l'événement déclencheur, ont été le point de départ, et ça, c'est reproductible. C'est très important, car du coup, il y a un conflit sur les mots, c'est-à-dire sur la possibilité même qu'il y ait des mots. Et aux mots de l'État
Les émeutiers français de 2005 n'ont pas répondu par d'autres mots. Ils ont répondu par le silence. Ils ont répondu par des actes. Ils ont répondu par des images. Et on a dit, les journalistes, les hommes politiques, mais aussi les collègues, à l'époque, vous voyez qu'ils n'ont rien à dire. Je pense qu'ils n'avaient rien à nous dire. C'est qu'ils n'avaient pas envie de nous dire, qu'ils ne voulaient pas nous dire. Nous étions là dans une rupture, une disjonction d'espace intellectuel, d'espace subjectif, une disjonction extrêmement brutale et violente. Et que donc, si nous voulons savoir un petit peu ce que disposent subjectivement ces épisodes d'affrontement, il faut que nous regardions ce qui est fait. Il faut que nous regardions ce que Chantilly appelle le répertoire de l'émeute. Je distingue de ce point de vue-là, on pourrait distinguer au fond le sens politique d'une insurrection, d'une révolution, quelque chose qui est partagé et qui est en partage dans l'espace politique et dans l'espace public. La situation, c'est ce qui me permet de distinguer les types d'émeutes que vous voyez ici. Le point rouge, c'est la mort d'un jeune, les forces de police sont impliquées, ou soupçonnées d'être impliquées. Les points verts, ce sont plus généralement des mouvements sociaux de type traditionnels, salariaux, qui sont contaminés par le répertoire de l'émeute, ou des mouvements sociaux plus contemporains dans leur déclenchement, comme ce qu'on a appelé les émeutes de la faim en 2008, mais qui étaient perçues sur place essentiellement comme des émeutes de la vie chère, ce qui n'est pas exactement la même chose, des émeutes urbaines, ou quelque chose qui est extrêmement fréquent depuis le sud de l'Amérique latine jusqu'à Calcutta, les émeutes dues aux coupures d'électricité dans les quartiers, pas des coupures de 5 minutes. On vous annonce que pendant 3 mois, il n'y aura plus de courant, par exemple. Ce qui déclenchait la dernière émeute en Côte d'Ivoire. Donc, les situations sont diverses. Le sens, au sens politique du terme, est absent, faute de mots. Ce qui reste et ce qui fait l'unité, la matrice subjective, qui me permet de dire tous ces événements ont quelque chose à voir les uns avec les autres, c'est le répertoire. C'est-à-dire le mode opératoire. Or, ce mode opératoire, il a deux caractéristiques. Un, il est en rupture avec un mode opératoire que nous avons connu depuis la prise de la Bastille jusqu'à la prise du quartier latin en mai 68 à Paris. C'est-à-dire un mode opératoire urbain de barricades, de bataille de territoire, défense ou gain de territoire à l'intérieur de la ville, et des modes de répression aussi qui ont été mis en place dès le XVIIIe siècle, puisque c'est Napoléon Bonaparte qui a inventé la répression de l'émeute au canon, ce qui a permis de disposer tout un urbanisme fonctionnel, l'urbanisme haussmannien à Paris. Donc, nous ne sommes plus dans la barricade, sauf exception, on pourrait éventuellement revenir, mais ces exceptions, justement, interrogent sur le répertoire général. Nous sommes dans le répertoire du blocage et des groupes mobiles, des agents masqués, et du feu. Et du feu. J'ai montré les photos il y a 2 jours, mais je vais en montrer d'autres. Voilà. Une photo. Je ne vous dis pas tout de suite où c'est. Allez, là c'est à la Jamaïque. Et c'est là. C'est en Italie, c'est en France, c'est en Palestine, c'est... Ça, on en a beaucoup parlé. Mais vous voyez le feu, c'est bon bloc. Et là, et
est là. C'est que du récent. C'est le moderne. Là. Ouais. Là, il y avait un ananas. Là, Bogota. Allez, il y a encore un ananas. C'est encore un ananas. Donc, voir les images, voir le mode opératoire, parce que les images que je viens de vous montrer sont des images d'agence, ce sont des images de journalistes. C'est 10 ans dans certains cas. Dans le répertoire de l'émeute contemporaine, et ça depuis 3 ans, il y a la production d'images, l'autoproduction d'images et la mise en ligne d'images. Sur YouTube, pour l'essentiel. Sur Dailymotion, plutôt dans les zones francophones, européennes et nord-africaines, mais aussi éventuellement sur l'équivalent chinois de YouTube qui nous a permis d'utiliser, un nombre d'internautes considérable, qu'on appelle Tubu, puis ça circule. Et c'est sur ces images que je vous propose que nous nous arrêtions. Un petit peu, car il y a quelque chose de tout à fait troublant, y compris, vous allez le voir, dans la scénarisation de l'image. Nous sommes aussi dans une rupture avec le répertoire antérieur. Le répertoire des révolutions intégrait une mise en image de type héroïque ou dénonciatrice. La victoire en chantant ou les forces de répression absolument odieuses, massacrantes. Vous allez voir que dans les images que je vous ai données, il y a ça, mais c'est extrêmement minoritaire. Et que ce qui est mis en ligne, des fois dans les heures qui suivent, c'est évidemment très lié à l'événement, ce qui est mis en ligne montre ce que les émeutiers font. Prolonge le moment de l'émeute, permet un partage de ce moment au-delà de ce qui a été du temps, parfois extrêmement court, de l'émeute, et est fréquenté de façon assez importante, variable, mais assez importante, dans un certain nombre de cas. Les émeutes, je pense à les émeutes qui ont eu lieu en mai 2008 à Oran, pendant 3 jours, à la suite de la relégation en 2e division du club de football de la ville. La ville a été à feu et à sang, couvre-feu pendant 3 jours. C'est un événement qui est passé complètement inaperçu dans les médias occidentaux, à part l'Algérie. Ça a été producteur d'énormément d'images sur Dailymotion, et ces images ont été extrêmement visitées. L'avantage de ces plateformes, c'est qu'il y a des moteurs, et on sait combien de fois les gens sont venus. Moi-même, travaillant avec ASSI, je mets tous les jours, toutes les informations que je trouve, texte, images, je les mets en ligne. Ça me permet de savoir aussi, d'avoir mon compteur à moi, pour ce qui est de la fréquentation ou la visite des gens que je ne connais pas, donc on ne sait pas si c'est des émeutiers ou non, mais j'ai quand même quelques indicateurs. La page que j'avais consacrée aux émeutes d'Oran a explosé tous les indicateurs de fréquentation que j'avais jusqu'ici en l'espace de 2 jours, et ça m'a permis d'ailleurs de voir à cette occasion que géographiquement, cette fréquentation Internet n'était pas du tout internationale. C'est-à-dire que c'était autour d'Oran que les gens se connectaient sur Internet pour aller voir ce qui se passait à Oran. C'est un écho relativement géographiquement limité à l'événement, ce qui n'est pas le cas d'autres événements dont éventuellement je vous reparlerai. Donc il y a la mise en ligne et l'image fait partie
du répertoire. Voilà. Je vais vous en montrer, je pense que le mieux, c'est que je vous en montre un certain nombre. Vous allez voir comment, d'abord, on peut avoir sur des émeutes contemporaines une mise en image, je dirais, à l'ancienne, de type épique, avec une héroïsation et de la musique. Par exemple, les émeutes en Grèce. Le montage est un montage amateur. Je ne suis pas sûr que les images soient des images amateurs. Autre lieu, non, c'est pas ça, excusez-moi, je vais vous montrer. Autre lieu, nord de l'Espagne. Il y a un an, c'est une usine sidérurgique qui a un plan social extrêmement important, et le mouvement de ouvrier dans cette usine a pris une tournure émeutière assez forte. La bataille rangée avec les forces extrêmement violente. Donc ce que j'appelle la contamination du répertoire professionnel. Et vous voyez que du point de vue de la mise en image, les forces syndicales conservaient quand même un certain savoir-faire et mettent en scène là aussi avec des images qui ne sont pas forcément des images amateurs, qui sont quand même derrière les forces de police. La question là où on met on a la musique, on a les slogans mais vous avez la combinaison des deux, c'est-à-dire une mise en image de type traditionnel, mais le répertoire qui est mis en image qui est montré et celui de contemporaine mélangé avec troisième exemple. En France, cette organisation, c'est un peu plus contemporain. Et là, dans le choix des images, on est plus dans ce qu'on verra après. C'est-à-dire, on se centre sur les actes, sur ce qui a été fait. On a vu l'incendie. Au début, c'était l'incendie d'un centre de jeunes. Après,
Ça ne marche pas. Après, il y a le deuxième type de vidéo, qui est la vidéo à distance. C'est-à-dire, j'en ai beaucoup comme ça, je vais vous dire ça. J'en ai beaucoup comme ça, c'est en hauteur, qui est dans l'appartement, la plupart du temps, donc à l'abri de ce qui se passe, mais avec le sentiment qu'on est témoin de quelque chose d'assez important, parce que je me rappelle relativement longue et mise en ligne très rapidement. Alors, on va rester un tout petit peu de temps sur cette image-là, qui se passe dans le centre-sud de la Chine. C'est une minute il y a un an. Un jeune a été trouvé mort au bas d'un hôtel, c'est un prisonnier. Il y a de fortes présomptions dans la ville que cette mort ne soit pas une mort accidentelle, malgré l'enquête de commission de suicide. Nous avons des milliers et des milliers de Chinois qui sont décédés pendant plusieurs jours. Ce que vous voyez là, c'est le cinéaste amateur ne s'est pas déplacé. Pour l'instant, il est plutôt derrière les forces de police. La qualité, ce qu'on trouve en général quand on a une vidéo chinoise, c'est pas extraordinaire. Vous allez commencer à voir à gauche de l'écran un mouvement qui n'a pas grand-chose à voir avec la répression du Canadien, qui est un mouvement de l'autre. Il n'y a aucun moment. L'image que je n'ai pas pu vous montrer, puisque le lecteur refuse de prendre en compte, est du même type, c'est-à-dire c'est une image de témoin, visiblement, mais que je mets dans la catégorie, voilà, que je trouve assez souvent aussi, que j'appelle Fabrice ad Alterio, c'est-à-dire que le témoin n'est pas en hauteur. Il est à la hauteur de ce qui se passe, et j'essaye de rester à l'abri, ni d'un côté ni de l'autre, mais il filme. Et il filme le début. Bon, ça va, c'est intéressant de vous arriver jusqu'au bout. C'est intéressant, ça ne prouve pas les capacités militaires des manifestants. Ça prouve surtout que visiblement les forces de police ont reçu l'ordre de ne pas jouer. D'avoir la répression de deux. D'ailleurs, les responsables de la ville ont été menés. Alors, quand même, pour vous confirmer la question du feu dans le répertoire et l'usage de l'image comme mise en valeur de l'acte lui-même, voilà. J'ai énormément de vidéos de ce type.
Alors j'en avais une sur Montréal Nord, mais elle fait partie des formats techniques. Enfin, ça ressemble beaucoup. De toute façon, c'est la nuit et c'est une voiture qui brûle. Là aussi, c'est un auteur. C'est un témoin de son appartement. C'est à Strasbourg, à Saint-Sylvestre, en France, où traditionnellement un certain nombre de centaines de voitures sont. On prend la peine de faire une et de la mettre en mise. Alors, plus dramatique dans les circonstances, mais au fond, c'est un petit peu la même chose. Là, nous avons les bâtiments d'ancienne douane, c'est à Strasbourg aussi, mais nous sommes dans le temps. Et voilà, la vidéo consiste à prendre le feu, j'en ai aussi. Alors, descendons, là on est déjà descendu au niveau de la rue des acteurs. Voyons les vidéos du point de vue des acteurs. Il y en a bien sûr énormément. Si on avait mis en ligne au juin 2008, il s'agit de Téléran. Vous remarquerez que le port du voile ne joue absolument pas pour l'exporter nous. Il y a d'autres passages pour les femmes sur là on est, c'est de l'image amateur. On n'est pas du tout derrière les forces de police, on n'est pas comme témoin, on est du côté des acteurs. Même l'auteur, même posture du cinéaste. On est du côté des acteurs, on est dans l'affrontement, plus proche des forces de police. C'est à Sofia, l'année dernière, en Bulgarie, des manifestations contre la politique de rigueur qui sont conduites à l'émeute. On est plus en distance par rapport à l'affrontement. Dans quelque chose qui va ressembler beaucoup à ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais enfin, voilà. Là, on est en Grèce. On est en Grèce en décembre 2008. Le feu. Dernier exemple de vidéo avec une posture d'acteur. Il n'y aura pas d'affrontement. C'est très intéressant parce que là on a écouté les commentaires. Nous sommes en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez y arriver? Est-ce que c'est des CRS? Donc nous allons passer à
l'avant-dernière posture et l'avant-dernier propos du film qui est ce que nous voyons ici. Nous sommes retournés à Strasbourg. Il est très courte, mais c'est là où il y avait la droite tout à l'heure. Ce qui me semble intéressant, c'est que on ne filme pas une situation d'affrontement, on filme une situation, regardez bien les passants. Il y a des acteurs, il y a des manifestants, il y a des gens qui passent. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de panique, il y a une sorte de banalité de l'événement qui s'inscrit dans une multitude d'activités. L'événement ne fait pas le vide dans le quartier, en l'occurrence. Et je peux vous dire que, ayant passé quand même quelques nuits dehors pendant l'automne 2005 en France, c'est à ça que ça ressemblait le plus. C'est-à-dire à une situation de coïncidence entre les symboles de l'affrontement, et notamment le feu, et la banalité des rapports et le calme des gens qui étaient là. Je trouve que ce qui illustre peut-être le mieux cette posture, c'est les images que je vais pouvoir voir grâce au site qui ont été prises en Chine. Il y en a plusieurs centaines des films, donc si vous voulez en voir d'autres. Alors, c'est Awendan, en juin 2008. Voilà. Alors, deux mots sur les situations. Wengan, juin 2008, une jeune fille de 16 ans, Ishufen, a été retrouvée dans le fleuve. Visiblement, elles ont été violées, torturées, noyées, et l'enquête de police conclut à un suicide. Donc, il y a plusieurs jours d'émeutes dans toute la ville qui rassemblent des milliers de gens. Là, on est dans la figure du film d'acteur, mais dans la à un moment où ça commence. Vous voyez que le bâtiment qui est au fond n'a pas encore brûlé. C'est le commissariat de Wengan qui est entièrement brûlé. Et là, on est dans la banalité de l'événement. Le commissariat brûle. De nombreuses voitures calcinées dans tous les sens sont devant le commissariat. Les gens sont là. Et regardez bien, peut-être sur une des autres vidéos, ça se voit peut-être mieux. Il y a beaucoup de bras levés. On est dans la banalité et en même temps dans la prise d'image. Donc, les images qui ont été mises en ligne sont une petite partie d'un iceberg immense qui est la constitution, comme ça, d'images amateurs sur ce type d'événement. Il y a un certain nombre de choses. Donc je pense que ça a été mis sur Todo avant d'être mis.
Donc il y a à la fois des gens qui se baladent, qui se promènent, d'autres qui prennent des photos et d'autres qui continuent à courir, à envoyer du fiel. Dans un mélange. Alors, pour terminer, je vous